C'est le moment de la période des questions orales. La chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Ma première question ce matin s'adresse au Premier ministre. Hier, le Premier ministre a annoncé son plan de pensée à l'étape 3. Malheureusement, le refus par les conservateurs d'avoir des services de garde pour enfants à l'échelle de la province va rendre encore plus difficile pour tout propriétaires et travailleurs de la province de revenir au travail. Ça sera impossible. Est-ce que le Premier ministre accepte la réalité que l'Ontario ne pourra pas revenir au travail si les mères et pères qui travaillent ne peuvent pas utiliser des services de garde et les écoles? Le ministre de l'Éducation. Merci à la caissière d'en face pour sa question. J'étais très fier d'annoncer la deuxième étape qui faisait plan du plan. Une partie de cette obligation, c'est ce que le gouvernement puisse avoir des services de garde accessibles. C'est pourquoi on a passé au geste en conjonction avec le médecin hygiéniste en chef et le Dr Wilms pour avoir une expansion de ces cohortes basée sur le travail que le risque pour la COVID a été. Et c'est une démonstration de tous nos efforts en tant que population. Donc, on a pu avoir une expansion de cette capacité. Ça représente 91 de capacité d'avant la COVID-19 pour aider les mères et pères. On a des protocoles de santé, le financement est en place pour que les services de garde soient accessibles et abordables pour toute la population de la province. Question complémentaire. Hier, le Premier ministre a dit que c'était au conseil scolaire entièrement de décider s'ils ouvraient toute la journée, toute la semaine. Mais la semaine dernière, un courriel au conseil scolaire a rendu clair que le gouvernement n'offrait pas au conseil scolaire un choix. Et les conseils scolaires étaient supposés adopter un modèle où les enfants seraient à l'école aussi peu que 2 jours par semaine. Le Conseil ontarien des directeurs d'école a dit, et je cite, que le gouvernement n'est pas flexible sur cette question. Est-ce que le Premier ministre peut clarifier les choses? Est-ce que ce mémo était inexact ou est-ce que le Premier ministre a eu tort hier? Le ministre de l'Éducation. Il faut se préparer pour toutes les éventualités et avoir une flexibilité prudente. C'est pourquoi on se prépare à 3 circonstances en septembre, parce que quand on a vu qu'on a réouvert les écoles à travers le monde, de Hong Kong, en Allemagne, on a vu les risques quand on l'a fait. On a une obligation à la population de cette province. La chef de l'opposition a attaqué dans un point de presse de savoir ce que septembre aura. Est-ce que vous pouvez nous donner quel est le risque de transmission? Et comme on n'a pas ces renseignements, il faut être préparé pour toute conséquence pour que l'apprentissage ne soit pas raide. Oui, on veut avoir un hybride de 15 enfants, tous les enfants en classe. Ce n'est pas le temps d'aucune façon de vous faire de l'alarmisme. Il ne faut pas politiser les choses. Il faut travailler avec la santé publique pour avoir une bonne solution. Question complémentaire finale. C'est l'obligation du gouvernement de mettre un plan fonctionnel et qui travaille pour les parents et les enfants. Un plan sécuritaire. Et ça veut dire des investissements. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Ils pensent que cette scène, le KID, c'est assez d'investissement pour que nos enfants soient de retour à l'école en sécurité, que même les mères et les pères soient de retour aux parents. Les parents, les éducateurs, les enfants sont là. Voilà une annonce pour le ministre. Le fait est qu'ils ont été laissés tout seuls pour traiter de cette question. Et ils font de leur mieux pour trouver des solutions, mais le gouvernement ne fait pas leur part. Les conseils scolaires ont été clairs. Ils veulent revenir 5 jours par semaine, mais ils ont besoin de plus de financement, plus de personnel et de place. Et le gouvernement devrait donner. Est-ce que ce gouvernement est préparé à appuyer les conseils scolaires et les parents qui veulent que les écoles soient ouvertes 5 jours par semaine à l'automne? Le ministre de l'Éducation. Le gouvernement continue à travailler avec les conseils scolaires, avec l'orientation du médecin hygiéniste en chef,
pour que quand les parents retournent leurs enfants à l'école en septembre, ça soit sécuritaire. C'est pourquoi on a ajouté 730 millions de dollars plus dans les subventions pour les besoins des enfants. C'est pourquoi on a ajouté du financement pour la technologie de 15 millions de dollars. Le financement par élève est à la hausse. Mais en plus d'investissement, il faut se préparer pour des circonstances, comme la plupart des provinces dans la fédération, où on ne sait pas quel sera le risque avec précision en septembre, contrairement à la députée. Pour être prudente ou pas être prêt pour toutes les circonstances, on demande au conseil scolaire de se préparer pour des journées en classe, en ligne ou un mélange des deux. Question suivante, chef de l'opposition. Merci. Je reviens au premier ministre. Je dois dire, cette approche, attendez et voyez, ça ne va pas faire revenir les gens au travail. Le personnel ne pourra pas revenir au travail parce que ce sont des parents. Ils ont besoin de la prévisibilité. Ou ce que la majorité dit, c'est qu'ils veulent 5 jours par semaine. Ils ont besoin de services de garde d'enfants. Ce gouvernement n'a rien dit quant à cet engagement. Et c'est leur travail de mettre quelque chose en place qui est sécuritaire, qui répond aux besoins des élèves, des parents et des employeurs de la province. Attendez pour voir, ce n'est pas un plan, Monsieur le Président. On a besoin d'un plan prévisible. À Ottawa-Carleton, les parents, ils étaient clairs, le conseil scolaire, que le plan du premier ministre d'avoir les enfants en dehors de l'école n'allait pas travailler. Est-ce que le premier ministre est préparé à commencer à embaucher des enseignants et des travailleurs en éducation, à trouver plus de locaux pour que les enfants puissent revenir à l'école? Le ministre de l'Éducation. Merci, le Président. Le gouvernement, sous le leadership du premier ministre, est préparé pour toutes les circonstances afin que l'éducation des enfants ne soit pas minée. On veut s'assurer que la santé publique informe notre plan. La députée d'en face dit au gouvernement, est-ce la recommandation des néo-démocrates pour planifier sans des données publiques? Et je dis à la population de l'Ontario, afin d'être responsable, il faut se préparer pour les 3 circonstances. C'est une proposition sensible pour assurer qu'aucun enfant et leur éducation à risque en septembre, parce qu'on regarde autour de nous. Si on compare à toute autre économie industrialisée comme Israël, Hong Kong, l'Allemagne, ils ont eu des défis. Donc, apprenons de ces leçons et mettons le financement en place. Question complémentaire. Et en étant cela, du financement pour l'équipement de protection individuelle, pour plus de personnel, pour les transports, pour la technologie, pour le soutien de santé mentale. 7 cents par pupille, le conseil scolaire d'Ottawa-Carleton, il s'est passé. Et dans les écoles du nord de l'Ontario, ils ont des défis aussi. Hier, les enseignants au conseil scolaire Patricia a dit que le ministre de l'Éducation ne prend pas en compte le manque de ressources dans le Grand Nord. Les écoles éloignées n'ont pas du personnel additionnel pour traiter des questions traitées à la COVID. Ils n'ont pas l'Internet. Quand les enfants sont malades, qui sera responsable de cet enfant? C'est une bonne question. Est-ce que le Premier ministre est prêt à admettre que le plan pour les enfants, pour les écoles ne fonctionne pas et doivent répondre à l'appel et donner le soutien dont les écoles ont besoin? Réponse, le ministre de l'Éducation. Merci. On comprend que dans les communautés éloignées du Nord, il y a plus de défis. Sous le leadership du ministre de l'Infrastructure, on a mis de côté 350 millions de dollars pour avoir de la bande large partout dans la province. C'est pourquoi je rejoins la ministre de l'Infrastructure pour demander au gouvernement fédéral et à la CRTC d'investir pour qu'il y ait une vitesse d'Internet plus élevée. Chaque école secondaire en Ontario aura de l'Internet. En plus, on a attribué 15 millions de dollars de plus de financement à la technologie. On comprend les défis dans le Nord. C'est pourquoi on fait le financement dans les communautés pour que les enfants puissent apprendre, peu importe quels sont les défis à l'automne. Question complémentaire finale.
Je dois vous dire, les parents sont vraiment préoccupés que ce gouvernement leur force à choisir entre leur emploi et leur vie ou l'éducation de leurs enfants. Mais c'est un choix inacceptable. Mais hier, le Premier ministre a dit que les premiers ministres lui remerciaient de laisser leurs emplois. Comme il a dit que les enseignants le remerciaient quand ils étaient congédiés, 10 000 d'entre eux. Vous savez quoi? Les parents qui travaillent et leurs enfants méritent bien plus que ça. Est-ce que le Premier ministre va arrêter d'ignorer cette crise? Est-ce qu'on va couvrir le pays additionnel, plus de dotations en personnel, des transports, du matériel de nettoyage? Est-ce qu'on va aider pour assurer qu'il y ait de la place pour les enfants dont les parents doivent aller travailler? Le ministre de l'Éducation. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui investit plus d'un demi-milliard de dollars pour bâtir des écoles et bâtir de nouvelles écoles. On investit 1,3 milliard de dollars pour renouvellement de ce que la vérificatrice générale a dit qu'on devrait faire pour maintenir les écoles et assurer la sécurité. Je fais partie d'un gouvernement où on a augmenté le financement par élève et on a augmenté le financement pour le nettoyage, l'éducation et la santé mentale. C'est de bons investissements. On a mis 2 millions de dollars pour embaucher plus d'éducatrices et éducateurs, plus de gardiens. On comprend qu'il faut bien faire. On espère qu'on le fera afin que tous les élèves soient en sécurité en Ontario. Arrêtez la pendule. Order. Alors, s'il vous plaît. À l'ordre, le député de Northumberland-Peterborough-Sud, le député de Carleton, le député de Mississauga-Strattsville. Redémarrer la pendule. Question suivante. La chef de l'opposition. Merci. Ma question suivante est aussi pour le Premier ministre. Ce matin, j'ai rencontré Lisa, aide à diététicienne dans des foyers de soins de longue durée. Elle a passé les 4 dernières années à sonner l'alarme sur la crise dans le réseau de soins de longue durée qui était en crise. Il y avait un manque de personnel, ce qui a été empiré pendant la pandémie. Les travailleurs dans les foyers de soins de longue durée, dans tout le système, sont fatigués parce qu'il n'y a pas assez de gens, parce qu'ils travaillent de longues heures et mettent leur vie à risque pour aider les aînés vulnérables. Le Premier ministre a l'obligation de protéger ces travailleurs en ayant une norme de travail de 4 heures par jour par résident et augmenter les salaires pour ces travailleurs. Et il doit assurer la santé et la sécurité de ces travailleurs essentiels de première ligne. Sont là non seulement la pandémie, mais après aussi. Est-ce que le Premier ministre s'engage à faire ces changements permanents pour nos héros de tous les jours? La ministre des Soins de longue durée, merci pour la question. L'engagement du toute première de notre gouvernement, c'est la sécurité et le bien-être de tous les résidents et du personnel. Et ça a été cohérent pendant la pandémie. C'était cohérent, chaque mesure, chaque outil. On a commencé en tant que ministère des Soins de longue durée. On a montré, notre gouvernement a démontré notre engagement pour comprendre les défis en dotation de personnel. Et j'étais là et je l'ai dit avant. On sait que les salles communes, les chambres communes ont joué un rôle, que la crise de dotation en personnel existait avant la pandémie et on avait des problèmes de dotation en personnel. Notre gouvernement a pris des mesures pour créer de la flexibilité, 234 millions de dollars pour aider. On a pris toutes mesures. La santé et le bien-être des personnels et des résidents est de la toute première importance. Question complémentaire.
les experts, une deuxième vague, ce n'est pas un si, mais c'est un quand. Est-ce que le gouvernement va passer son temps à imposer des mesures législatives qui donnent beaucoup de choses aux promoteurs immobiliers qui sont leurs amis, fait rien pour changer les changements nécessaires dans les foyers de soins de longue durée? Arrêtez la pendule. Le ministre de l'Éducation, la ministre associée des Transports, le leader parlementaire du gouvernement. Alors, s'il vous plaît, redémarrer la pendule. Je m'excuse à la chef de l'opposition. Monsieur le Président, ces héros de première ligne ont donné leur vie littéralement dans la lutte contre la COVID-19, mais on n'aurait pas entendu. On a dit que la ministre, on a tous entendu, a demandé plus d'argent et le Premier ministre a refusé. Et la bulle de protection du Premier ministre n'a fonctionné pas. Des normes mandatées maintenant, des salaires maintenant. Le Premier ministre peut donner à ses travailleurs de la santé et sécurité qu'ils méritent d'avoir. Est-ce que le Premier ministre dit ce que les héros de première ligne ont dit depuis des années, que les libéraux ignoraient, et vont adopter ces mesures, vont les changer de façon permanente et on va voir la vulnérabilité continuer. Et ce virus mortel va passer dans les foyers de soins de longue durée une deuxième fois. La ministre des Soins de longue durée, merci encore pour la question. Quand les foyers ont été touchés par la COVID-19, notre gouvernement a pris toutes mesures et on a continué à le faire. On a continué à prendre toutes mesures possibles. Jour après jour, on était au travail, on investissait de l'argent derrière des modifications au règlement. Interruption du président. Je demande à la ministre de s'asseoir. La chef de l'opposition, alors, s'il vous plaît. La ministre des Soins de longue durée pour sa conclusion. C'est une question mondiale et on va faire tout ce qu'on peut pour ce qui est possible. Le gouvernement précédent a eu 21 rapports qui ont souligné le problème en dotation personnelle qu'il fallait réparer. Ils sont pas âgés. Et vous, en tant que chef d'opposition, vous avez appuyé ce gouvernement-là. Alors, s'il vous plaît. La question suivante, le député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Industries, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Quand on pense à la nouvelle situation normale, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent aller dans les terrasses avec la famille et des amis. Quand je dis la nouvelle situation normale, ce qu'il y a derrière la nouvelle situation normale, il y a des histoires comme Georges qui est venu du Canada, de Grèce, à l'âge de 14 ans et qui a fondé Olympus Burger, où on fait le meilleur hamburger du Canada. Et Marie et son mari qui ont commencé à Railside Restaurant, où beaucoup d'entreprises familiales où les gens ouvrent la journée avec un sourire. Quand les Ontariens voyagent dans la province, les entreprises avec des terrasses vont aider à la relance économique. Est-ce que la ministre peut nous dire que les expansions des terrasses vont avoir lieu? La ministre des Industries, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Je veux remercier le député Northumberland Peterborough Sud. Je suis prêt à être avec lui avec la terrasse. Je veux remercier tous les membres du comité permanent des finances et des affaires économiques qui ont identifié un enjeu pour assurer que les Ontariens puissent sortir dans leur collectivité. C'est important pour le secteur du tourisme. Mais maintenant, il y a une nouvelle situation normale. On veut s'assurer qu'on puisse voyager aussi sécuritairement que possible. Je peux dire que le député a circulé dans sa communauté. J'ai eu l'occasion aussi de joindre le ministre de l'Infrastructure, de l'Environnement et le député de Cambridge dans des terrasses de leur collectivité, de suivi des contacts, le niveau de désinfection, l'éloignement physique qui a lieu. C'est très sécuritaire de commencer à circuler. Et à la phase 3, on commence à voir même dans les activités de repas. Je dis à tous les Ontariens, sortons, appuyons l'économie locale.
Ça a été une menace d'une crise de santé publique, crise économique. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci. En tant que suivi, c'est au ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le Président, la plupart d'Ontariens qui sont dans l'étape 3, oui, on distribue l'amour, oui. Les députés d'en face n'ont pas de plan pour les restaurants. Ils aimeraient donner des paiements plutôt que de l'aide. Les entreprises à Peterborough et à Northumberland Peterborough Sud veulent de la flexibilité. Je sais que les places en terrasse sont limitées. Est-ce que vous pouvez nous parler des mesures que vous avez prises pour avoir une expansion des terrasses pour que ces petites entreprises, des gens qui travaillent beaucoup, puissent revenir au travail? Et nous, en tant qu'Ontariens, on puisse continuer à rester au restaurant. Le ministre des Affaires municipales et du Logement, je veux remercier le député de Northumberland Peterborough Sud de toute sa défense qu'il a fait un travail incroyable pour sa circonscription pendant la pandémie. Et au nom de ses concitoyens, je veux le remercier de sa défense. Il a raison. Les restaurants et les bars sont un élément très important de notre économie et de nos collectivités. Et nous savons que la saison des terrasses de l'Ontario est très courte. C'est pourquoi on réduit la formalité administrative et on rend la chose plus rapide. D'avoir une nouvelle ordonnance d'urgence pour que les municipalités puissent avoir des règlements temporaires pour avoir une expansion des terrasses. Donc, c'est important. On va réduire de plusieurs semaines à juste quelques jours. Et je veux l'annoncer, c'est une chose très bonne. À la demande du conseil scolaire, j'ai un ordre de zonage ministériel pour qu'on puisse avoir une expansion de terrasses et avoir le projet Café Théo à Toronto. Mon message aux Ontariens et Ontariennes, sortez dans les restaurants locaux cette saison. Merci. Question suivante. Le député d'Essex. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le Premier ministre, hier, a refusé de répondre à des questions très simples que j'avais sur comment un fournisseur en soins de santé privé donnait des contrats pour faire des tests de la COVID-19 mobile. Le Premier ministre n'a pas répondu non plus comment son ancien directeur général du caucus progressiste conservateur, Jeff Silverstein, a pris un contrat pour cette compagnie Switch Health. Plutôt que transparence, ils n'ont pas répondu. Comme j'ai demandé, ils auraient pu la faire chose et déposer tous les renseignements pertinents. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui va faire la bonne chose et va déposer tous les documents? Comment est-ce qu'ils ont choisi cette compagnie privée pour traiter de la COVID-19? Vice-première ministre et ministre de la Santé, je remercie le député de la question encore une fois. En fait, ce qui a lieu, c'est que le contrat a été donné par Ontario Santé. Ce n'était pas la responsabilité directe du ministère, c'était fait directement par Santé Ontario, par un groupe qui a été sélectionné, un groupe de demandeurs, et c'est comment on a donné le contrat. Question complémentaire. Le gouvernement n'a pas utilisé ses fonctionnaires de santé publique afin de donner un contrat à un fournisseur du secteur privé. On a entendu du gouvernement précédent libéral du fait que c'était indépendant. Mais le Premier ministre joue le même jeu. Les travailleurs migrants dans la région de Windsor-Essex ont besoin d'avoir une approche de santé publique coordonnée. Il y a des mois, pas maintenant. Pas attendre qu'un fournisseur privé ça arrive avec les bonnes connexions. Aujourd'hui, j'ai demandé à la vérificatrice générale, en demandant à ce que son bureau examine ces contrats. Le Premier ministre a le pouvoir de demander à avoir un examen de la vérificatrice. Est-ce qu'il va me joindre aussi et demander un tel examen? Réponse de la vice-première ministre. Je peux assurer le député que le contrat a été donné selon les procédures nécessaires et que la population de Windsor-Essex peut s'assurer qu'ils vont recevoir des tests. Il y a encore des travailleurs agricoles qui ont besoin d'être testés. On reçoit des rapports sur une base quotidienne.
Et en ce moment, l'Ontario est un chef de file. On a plus de 20 000 tests. On va passer la capacité à 50 000 tests et ça va continuer jusqu'on s'assure qu'on a testé les travailleurs agricoles et qu'ils seront en sécurité chez eux. La question suivante, la députée de Don Valley-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Je demande, en tant qu'élu, moi aussi, bien comme mère et grand-mère, qui est préoccupée du bien-être des enfants et des éducateurs de la province. Il y a beaucoup de débats, on a entendu, quant à la réouverture d'écoles. Et fil commun, c'est que tout le monde veut avoir un retour à l'école, mais pas mettre la sécurité des enfants et des enseignants. Ce qui manque du débat, c'est une proposition bien réfléchie, comment on va réconcilier les deux. J'entends des concitoyens, des commettants qui ont peur que leurs enfants ne seront pas appuyés. Si on doit avoir des fonds pour qu'on trouve des locaux communautaires, embauche de personnel additionnel, qu'on investisse pour le nettoyage, les enfants pourraient revenir à l'école en sécurité à plein temps en septembre avec moins d'élèves en classe. C'est pas facile, mais c'est possible avec un financement adéquat. Je demande au ministre d'expliquer aux enfants ontariens pourquoi ça ne vaut pas la peine d'investir dans leur avenir. Le ministre de l'Éducation, merci. Il faut bien investir pour les enfants. 730 millions de dollars de plus. On fait du financement pour le nettoyage, pour le pays, pour des enseignants spécialisés, et aussi pour la santé mentale. C'est la réalité. On reconnaît que ça sera plus difficile pour les conseils scolaires d'avoir en septembre l'école, vu les risques. On a vu qu'on ne sait pas ce qui se passera en septembre. Il faut se préparer pour toutes circonstances. Quand on voit à l'échelle du monde, ailleurs, quand on a rouvert les écoles, ils ont vu des défis en France, entre autres. Donc, il faut se préparer pour trois circonstances. En fait, la présence en classe, c'est ce qu'on donne la préférence, mais la formation sera en place. Il faut avoir de la sécurité en septembre. Question complémentaire. C'est très encourageant, mais le problème, c'est qu'on voit bas l'embauche nécessaire, la planification nécessaire. Si à la mi-juillet, on est à la mi-juillet, l'école commence en septembre. On a soulevé ces questions en mai, on est à la mi-juillet, et dans les semaines, beaucoup de choses auraient pu être faites pour assurer un retour à l'école sécuritaire. Les retombées de ne pas revenir à l'école, c'est différent pour des enfants. Des enfants qui avaient des difficultés en auront davantage. Les inégalités sont encore pires suite à la pandémie entre les enfants. Et donc, l'école a besoin de plus de soutien pour résoudre ces problèmes. La plupart de l'argent annoncé par le ministre, c'est de l'argent qui était déjà là. Il y a un petit peu de nouveau. C'est pas assez, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il n'y a pas de relance économique à succès sans le bien-être des 2 millions d'élèves et de leurs familles. Je demande au ministre encore une fois, pourquoi est-ce qu'il ne travaille pas avec les enseignants, les syndicats, le personnel des écoles, les parents des écoles et les professionnels de santé pour déterminer les investissements nécessaires pour qu'on ait un retour à l'école en sécurité à l'automne. Minister of Education. Ministre de l'Éducation, merci. Merci pour la question. Nous travaillons avec toutes les parties intéressées, les fédérations, les conseils scolaires, les parents et le médecin hygiéniste en chef, Dr. Williams, je lui ai parlé hier, parce que nous avons l'obligation de maintenir la sécurité de nos enfants, de notre personnel. Nous voulons que nos enfants continuent à apprendre, mais nous devons réduire le risque en septembre pour eux, pour leur famille et pour la communauté dans son ensemble. Ce que le gouvernement a fait, par exemple, hier, nous avons accru la capacité des services de garde d'enfants. Ce que l'on fait, donc, on veut le faire pour maintenir la sécurité afin que les parents puissent retourner sur le marché du travail en toute confiance. Nous travaillons avec le médecin hygiéniste en chef ainsi que tous les parents
pour que ceux-ci sachent que leurs enfants demeurent en sécurité lorsqu'ils reprendront l'école. Merci, Monsieur le Président. Ma question, c'est pour le ministre adjoint de l'Énergie. Mais avant de poser ma question, il y a une raison pour laquelle le Parti libéral est dans le coin, dans la salle de sécurité de pénalité, parce que lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils avaient fermé les écoles élémentaires. Qu'on arrête donc le chrono. L'objectif, donc, de la période de questions, c'est pour que les membres de l'Assemblée posent des questions au Conseil exécutif et que le Conseil exécutif soit tenu redevable. Ça peut être des députés de partout qui posent les questions, mais ce n'est pas le moment de s'insulter. Je reprends le chrono. Maintenant, posez la question. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre adjoint de l'Énergie pourrait parler de nos programmes d'expansion du gaz naturel qui permet donc à notre province d'avoir accès au gaz naturel ainsi que les communautés autochtones tout en offrant des emplois et il est préférable donc de passer économiquement du mazout ou d'autres carburants pour adopter le gaz. Merci beaucoup donc de la question. Et nous allons rendre la vie plus abordable pour toutes les communautés Ontario avec l'expansion du programme de gaz naturel suite à l'achèvement de la première phase. La deuxième phase, maintenant, nous allons aborder cette phase afin de donner accès au gaz naturel à plus de communautés. La Commission de l'énergie est en train de recueillir de l'information pour aller de l'avant pour sa phase 2. Étant donné les pressions auxquelles les municipalités et les services publics font face suite à la COVID-19, nous avons mis en veilleuse donc le dépôt d'informations sur le projet. Nous avons donc retardé cette date jusqu'au 1er août. Les gens qui recevront donc le gaz naturel sont heureux, et nous demandons à toutes les communautés intéressées à bien vouloir soumettre des projets s'ils sont intéressés pour réduire le coût de l'électricité et offrir des jobs à leurs citoyens. Merci de cette réponse. Je souhaite remercier le ministre adjoint et les ministres qui sont venus à ma circonscription de Carleton en février 2018, avant la pandémie, bien sûr, mais ils ont expliqué ce qu'ils pouvaient faire pour les gens de Carleton. Merci donc de la réponse du ministre adjoint. Et je sais que plusieurs communautés, y compris la mienne, sont heureux des projets d'expansion qui leur permettent d'obtenir le gaz naturel. Et est-ce que le ministre adjoint peut nous donner une idée des avantages que ce programme procure aux communautés de l'Ontario? Ministre adjoint. Merci. Très bonne question encore une fois. Et merci de nous avoir invités donc pour voir ce qui se passait dans votre circonscription. Alors, pendant la première phase, Chatham-Kent, Chippewas et Squamish Island verront les avantages que procure ce projet. Les collectivités épargneront de 1 500 à 2 500 $ quant aux frais de chauffage. Et la semaine passée, j'ai annoncé 1,8 million de $ pour améliorer l'accès au gaz naturel à la Saugeen, la Première Nation Saugeen. Donc, les résidents, les entrepreneurs attendent avec intérêt l'achèvement de ce projet. Le gaz naturel, ça fait une vraie différence dans les collectivités partout en Ontario. Je suis vraiment heureux de voir la phase 2 du projet être lancée pour aider autant de citoyens dans cette merveilleuse province que possible. Merci. Le député de St. Catharines. Ma question s'adresse au premier ministre. Dans ma circonscription, il y a un centre de soins de longue durée qui s'appelle Manor, qui est un autre centre d'éclosion de la COVID. 10 personnes sont atteintes, 3 en sont mortes.
Le foyer a été inspecté 14 fois, je dis bien, et chaque fois, on a trouvé qu'il y avait donc des manquements quant au protocole de prévention de la COVID. Monsieur le Président, le personnel fait de leur mieux, enfin de son mieux, mais ils sont dépassés, ils sont épuisés. Pourquoi ce gouvernement ne veut-il pas s'engager à faire quelque chose, peu importe quoi, pour régler donc les problèmes des centres de soins de longue durée maintenant, aujourd'hui? Les vies sont en jeu. Qu'attendez-vous? Alors, merci, Monsieur le Président, et merci pour la question. Nous n'attendons pas. Laissez-moi vous dire que nous n'attendons pas et nous travaillons activement à créer donc un système de soins de longue durée moderne du 21e siècle et on met les résidents au premier plan. Depuis qu'on a créé ce plan en été 2019, nous sommes au travail pour corriger la négligence en place depuis 15 ans et je peux vous dire que c'est pas peu faire, je vous le dis. Et nous allons continuer à utiliser tous nos moyens pour accroître les capacités. Nous avons l'intention d'utiliser des solutions multiples pour pouvoir soigner nos résidents avec dignité et pour soutenir le personnel qui travaille dans les soins de longue durée. C'est beaucoup plus que ce qu'on a fait depuis 15 ans. Tous les foyers ont le devoir de maintenir des normes de soins et notre gouvernement a mené plus de 2800 inspections. Les 14 inspections dont vous avez parlé, c'était avec l'unité de santé du district, donc l'unité de santé du district. Bon, encore une fois, le médecin hygiéniste de la région de Niagara pointe le gouvernement et les opérateurs de centres de soins de longue durée à profit. On nous a dit que ce que l'on voit, ce sont des problèmes systémiques qui créent des problèmes donc dans la région de Niagara, dans les foyers de soins de longue durée. Les grandes sociétés qui profitent des soins octroyés à nos aînés, à nos proches, avec un personnel réduit au minimum. Mais les conservateurs continuent à vouloir protéger ces mauvais exploitants. Combien ça va prendre de vies encore? Combien de familles seront détruites avant que ce premier ministre, enfin, mette donc le holà à ces foyers à but lucratif? Ministre des Soins de longue durée. Merci pour la question. Les preuves, les faits probants montrent qu'il s'agit d'enjeux systémiques en raison de la négligence. Il y a des salles de commandement qui continuent à exister en ce moment en raison de ce manque de négligence. Le gouvernement précédent a donc créé seulement 611 lits entre 2011 et 2018. Et c'est la réalité auquel ce gouvernement fait face, avec laquelle on doit traiter aussi rapidement que possible. Nous devons surmonter les pénuries laissées par le gouvernement précédent, appuyé par les néo-démocrates qui ont donné lieu à 23 rapports sur lesquels on n'a jamais agi lors de du précédent gouvernement avec l'appui des néo-démocrates. Les anciens foyers ont besoin d'être remis sur pied. Voilà. Prochaine question, député d'Ottawa Centre. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, le premier ministre a annoncé la phase 3 de la réouverture de l'économie de l'Ontario. Et pour les familles et pour notre relance économique, il y a un élément qui manque, l'élément le plus important, et c'est le plan permettant d'ouvrir les écoles à temps plein pour la rentrée. Il n'y a pas de plan d'investissement pour ces écoles, pour les éducateurs, pour des espaces supplémentaires afin de pouvoir garder les salles, les classes
plus petites avec espacement nécessaire. Il n'y a pas de fonds pour les élèves ayant des besoins particuliers. Les écoles sont en fait la pierre angulaire de la relance économique de l'Ontario. Monsieur le Président, comme nous avons investi dans nos hôpitaux en mars pour veiller à ce qu'il y ait de l'espace et qu'il soit sécuritaire, le premier ministre est-il prêt à faire ce qu'il faut et faire la même chose pour nos écoles? Ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Merci de la question. Le premier ministre est absolument engagé à assurer la sécurité de notre personnel, de nos élèves. C'est pourquoi le gouvernement a annoncé des subventions et un investissement plus important que jamais dans les écoles de la province. Le gouvernement a mis davantage de fonds dans les subventions pour les besoins spéciaux pour permettre à tous les élèves et nous avons une table de commandement avec les meilleurs médecins de la province pour conseiller les conseils scolaires quant à la rentrée. Et pourquoi nous avons demandé 3 plans? Parce que nous voulons faire preuve d'une surabondance de prudence et parce qu'on ne sait pas où en sera la COVID d'ici 30, 40, 70 jours. Il faut protéger nos plus vulnérables et c'est pourquoi les fonds sont en place et pourquoi la formation obligatoire est en place pour la rentrée. C'est pourquoi Dr. Williams, le médecin hygiéniste en chef, est à la table avec les conseils scolaires et d'autres parties intéressées. Merci. J'apprécie la réponse du ministre. Mais il sait que cette augmentation est liée aux effectifs accrus et au coût de la main-d'œuvre de cette année et de l'année prochaine. Et ça ne va pas régler la question dont nous parlons maintenant. Les parents sont préoccupés. Ils ne veulent pas que les écoles deviennent comme des foyers de longue durée où le gouvernement a attendu 1 mois pour hausser le salaire des travailleurs et où les travailleurs migrants. On a vu les résultats lorsque le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut faire, lorsqu'il savait ce qu'il fallait faire. Il y a un risque important ici. Donc, parents, surtout les femmes, ont donc supporté le fardeau depuis que les enfants ne vont pas à l'école. Donc, ça, c'est mauvais de ne pas voir toutes ces femmes au travail. C'est mauvais pour notre économie. Est-ce que le premier ministre est prêt à faire ce qu'il faut pour l'économie, pour nos familles et investir pour la rentrée, pour nos écoles maintenant, pour garder la taille des classes plus petites et sécuriser donc l'ensemble? Merci, Monsieur le Président. La réponse est oui. Nous continuons à faire ces investissements dans les conseils scolaires partout en Ontario pour assurer la sécurité de nos jeunes. Il y a quelques semaines, j'ai annoncé des investissements supplémentaires pour les écoles. Ça a été dédié à la rentrée. Nous avons vu des stress et des défis de santé mentale accrus pour nos jeunes dans la province, en plus fait que nous avons doublé le financement du jamais vu il y a 1 an. Nous avons prévu pour davantage de travailleurs sociaux, davantage de thérapeutes dans nos écoles et nous avons investi 15 millions de dollars de nouveaux fonds pour nous procurer de l'équipement de protection personnelle supplémentaire et pour des appareils, des portables et des appareils permettant aux jeunes de rester en communication et pour que tous soient en sécurité en septembre. Merci, la députée de Oakville, North Burlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre adjoint de la Santé mentale et de la toxicomanie. La COVID-19 a affecté tant d'Ontariens partout dans la province, particulièrement lorsqu'on parle de santé mentale. Souvent, les Ontariens ont passé cette quarantaine en isolement total. Ils ont compris notre objectif partagé visant à juguler la progression du virus afin que l'on puisse réouvrir la province. Les commettants de ma circonscription sont préoccupés quant à la santé mentale de leurs proches. Et ils savent que nous allons continuer à agir. Ministre, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le gouvernement a fait pour traiter les questions de santé mentale pendant la COVID-19 pour les citoyens de l'Ontario? Ministre adjoint de la santé mentale et de la toxicomanie. Merci de la question, de la députée, pour cette question excellente. Ce matin, je vais commencer en remerciant les travailleurs de première ligne en santé mentale en Ontario.
qui ont travaillé à assurer la sécurité des citoyens de l'Ontario. Ils ont changé rapidement, ils ont pivoté pour utiliser des appuis en ligne, pour travailler afin d'améliorer le bien-être mental des citoyens. Ça a été formidable. Cette période, évidemment, a été très difficile pour de nombreux Ontariens. Lors de périodes difficiles, il y a tendance, lorsqu'il y a ces bouleversements et ces stress, il y a tendance pour les citoyens à ne pas s'occuper d'eux-mêmes et ça inclut la santé mentale. C'est pourquoi le premier ministre Doug Ford a pris des mesures immédiates et a investi 12 millions de dollars en santé mentale. Et nous avons vu l'expansion de plusieurs services en ligne, y compris Connect Ontario, la ligne d'aide pour les enfants, Bounce Back Ontario et Good to Talk. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette réponse. C'est rassurant de savoir que même pendant la pandémie de la COVID-19 en Ontario, notre gouvernement demeure engagé à mettre en priorité la santé mentale et la dépendance. Nous savons qu'en plus du fait que les Ontariens pourraient vivre de l'anxiété et de la dépression pendant cette période difficile, plusieurs de nos travailleurs de première ligne pourraient être en épuisement professionnel ou avoir des épisodes de traumatisme suite à cette éclosion de la COVID-19. Pouvez-vous nous dire comment le gouvernement appuie ceux qui vivent avec de l'anxiété et de la dépression, y compris nos héros de première ligne pendant l'éclosion de la COVID-19? Alors, merci, Monsieur le Président. Dans le cadre de notre engagement de 12 millions de dollars à la santé mentale pendant l'éclosion de la COVID-19 ici en Ontario, nous avons fait un investissement important pour accroître les options de thérapie en ligne et à distance pour ceux qui vivent avec des problèmes de santé mentale, y compris la thérapie cognitive pour les Ontariens et offerte aussi à nos héros de première ligne qui pourraient vivre de l'anxiété ou de la dépression accrue. Depuis le début de la COVID-19 en Ontario, nous avons travaillé de près avec le Centre de santé mentale et de dépendance, et avec plusieurs hôpitaux pour développer des services précis, particuliers pour nos travailleurs de première ligne. Ça inclut des services d'aiguillage, des services de prise en charge, des groupes de discussion hebdomadaires, de l'accès à des appuis confidentiels et à des appuis cliniques également. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Eric Summer, qui est propriétaire de Spring Valley, une entreprise de construction prospère à Lancaster, qui a fait tout en son pouvoir pour garder son entreprise ouverte. Il a utilisé le compte d'affaires d'urgence, la subvention salariale, et il a prolongé, accru sa marge de crédit. Mais hélas, son propriétaire refuse de participer dans le programme d'appui au loyer commercial. Les propriétaires ont besoin d'espace, besoin de temps pour recouvrer leur capacité après cette crise. Pourquoi le gouvernement ne leur donne pas cet espace et cette capacité? Ministre des Finances. Merci, j'apprécie la question et je suis toujours heureux d'en apprendre davantage quant aux situations précises, mais nous savons que ce gouvernement a appuyé d'emblée les entreprises pendant cette période difficile. Plus, 1 milliard de dollars quant au programme pour suspendre les expulsions, dont mon collègue des affaires municipales a mené la charge, y compris le dialogue continu avec les entreprises pour comprendre quels sont les stress en ce moment. Cela inclut la réouverture sécuritaire de l'économie de l'Ontario. Et c'est pourquoi nous étions si fiers hier avec les experts dans la communauté de la santé quant à la phase 3 de l'Ontario pour que ces entreprises puissent fonctionner de manière efficace et nous espérons que cela se propage partout dans la province. Merci au ministre des Finances pour ses préoccupations concernant les petites entreprises et je redirai
au premier ministre que je suis certain que Eric apprécierait. Donc, un appel, si le premier ministre veut l'appeler pour le rassurer et lui montrer comment on va l'aider. Vous donnerai le numéro de téléphone, mais ce n'est pas seulement Eric qui souffre. Brian Sloat de Expression in Wood, une entreprise de Hamilton qui est maintenant, qui doit quitter ses locaux parce que le propriétaire ne veut pas faire demande du programme de subvention donc au loyer. Le gouvernement nous dit qu'ils n'appliqueront pas la loi et ils ont dit à Brian de se procurer un avocat. Le premier ministre avait promis de ne pas accepter les mauvais propriétaires, mais cette promesse ne vaut rien. Combien d'entreprises devront fermer leurs portes avant que le gouvernement applique leurs propres règles? Ministre des Finances. Encore une fois, si la députée a des exemples précis quant aux gens qui violent les directives très claires de ce gouvernement, j'apprécierais avoir l'information. Mais quant aux affaires, Monsieur le Président, qu'il s'agisse de la Chambre de commerce de Richmond, de Ajax, le Conseil de détail du Canada, le Conseil, la Chambre du commerce d'Ioannès, la Chambre de commerce de Ottawa, de Markhampton Hill. Donc, j'ai tenu des conversations et ça, ce n'est qu'un exemple. Nous voudrions bien en apprendre davantage quant à toute préoccupation ou quelqu'un qui ne suit pas les règles, un propriétaire qui viole donc les directives. Mais les petits entrepreneurs savent que ce gouvernement sous la gouverne de Doug Ford les soutient. Prochaine question, député Etobicoke Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. La question s'adresse à la ministre de l'Enfance et des Femmes. C'est COVID affecte démesurément les femmes et les gens vulnérables. Et cela a affecté donc le bien-être des jeunes et du système donc d'aide aux familles autochtones particulièrement. Les femmes qui choisissent donc d'avoir des soins prénataux et donc ont peur d'aller chercher des soins en raison du fait que leurs enfants leur sont retirés. Le ministre a parlé à plusieurs reprises des changements positifs pour les femmes et dans le secteur du bien-être des enfants. Il a parlé du maintien des familles et de la fin du racisme systémique. Les alertes donc à la naissance sont un exemple de séparation des familles et de pratiques discriminatoires. Que fait-on à cet égard? La ministre adjointe à l'enfance et aux femmes. Bon, merci pour la question. Les alertes de naissance sont en effet une pratique historiquement discriminatoire et on en a parlé lors de la commission donc qui a enquêté sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Nous avons assuré aux communautés autochtones et racialisées que cette pratique qui sépare les enfants de leurs parents après l'accouchement et ce qui marginalise donc les communautés devrait être absolument interdite. Aucune femme ne souhaite voir son enfant être retiré de ses soins. Ce gouvernement met en place des règles pour arrêter cela d'ici le 15 octobre 2020 et nous développons des approches collaboratives afin d'assurer le mieux-être des enfants partout en Ontario. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre de cette réponse. Et encore une fois, de bien vouloir arrêter cette pratique nuisible. Nous savons que les pratiques donc quant au bien-être des enfants doivent être refondues. Et ce n'est qu'un exemple. Dans les communautés racialisées et marginalisées, cette pratique existe. Et plutôt que de célébrer donc la venue d'un nouvel enfant, ses parents doivent lutter pour garder leur enfant à cause du profilage. Lorsque l'on retire des enfants de leur famille, de leur communauté, c'est absolument délétère. Nous savons que les enfants
donc vont beaucoup mieux lorsqu'ils restent avec leur famille et leur communauté. Alors, comment allez-vous améliorer les choses? Merci encore de la question. Cette question est importante. Notre priorité, c'est la sécurité et la réussite de la jeunesse et des familles de l'Ontario. Nous ne pouvons pas retourner dans le temps, mais nous pouvons améliorer les choses progressivement, graduellement, c'est-à-dire un système qui appuie et qui protège les mères et les enfants plutôt que de passer à un profilage selon la race ou le statut économique. Les services à l'enfance ont toujours le devoir de signaler donc le danger pour un enfant. Mais plutôt que de réagir sans réfléchir, nous demandons donc aux services à l'enfance et aux hôpitaux de collaborer, de créer de nouveaux protocoles à l'appui des mères et des enfants en tout temps. Et ça, c'est le résultat d'un engagement de consultation avec les partenaires dans tous les secteurs, y compris ceux qui ont de l'expérience vécue dans ce domaine. Donc, nous voulons bâtir un meilleur système, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. Question, député de London North Centre. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, de nombreux parents, propriétaires d'entreprises et étudiants sont préoccupés du manque de plans tangibles pour la rentrée. L'éducation ne devrait jamais être une question facultative. Le gouvernement devrait offrir des bases d'apprentissage pour les enfants, selon la loi d'ailleurs, et les élèves devraient tous pouvoir retourner à l'école en toute sécurité. Une de mes commettantes, Christina, m'a dit que ce n'était pas un plan réaliste pour les parents qui ont des familles. Il y a 2 parents qui travaillent. Si les élèves retournent avec un modèle hybride de 50 donc d'apprentissage à la maison, les parents devront abandonner leur emploi et donc les parents ont fait assez de sacrifices pendant cette crise de la COVID-19. Monsieur le Président, comment le ministre peut-il proposer un non-plan qui exige des parents encore plus de sacrifices? Ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous avons demandé au conseil scolaire de préparer 3 scénarios. Il s'agit d'une surabondance de prudence, finalement, et nous ne connaîtrons pas l'évaluation du risque d'ici 30, 40, 60 jours. C'est pourquoi, et d'ailleurs, la plupart des conseils scolaires et les fédérations des enseignants en Ontario sont donc engagés à créer des plans, ces 3 plans, selon le contexte. Nous voulons nous engager à donc, évidemment, retourner à l'école, à assurer une rentrée en personne pour tout le monde. C'est notre préférence. Mais nous suivons les conseils exclusifs des autorités de santé et des autorités pédiatriques au Canada afin de veiller à ce que tous les enfants soient en sécurité en Ontario. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est illogique de mettre en place un modèle hybride. Ce n'est ni bon pour l'économie ni pour l'éducation. Est-ce que donc le ministre prévoit que les enfants y soient tous en sécurité? Les parents de London, leur stress est accru en raison du manque de services de garde. Nadia, une commettante, m'a dit que plusieurs femmes ont quitté leur emploi de manière indéfinie pour s'occuper des enfants. Il faut traiter cette question. Dana, une autre maman, est d'accord. Le soin de garde, c'est l'enjeu le plus important pour moi. Les parents sont stressés, ne savent pas comment ils vont gérer et sans aucune réassurance de ce gouvernement. L'éducation est fondamentale, et les écoles le sont également pour notre économie. Quand est-ce que ce ministre donnera-t-il une assurance d'une rentrée complète? Vous savez que le député d'en face donc, provient de la région de London. Il y aura 35 millions de dollars qui seront versés à sa communauté pour veiller à la sécurité de tous. Il s'agit d'un ensemble
de financement énorme pour ces conseils scolaires pour la région, y compris à Toronto, Hamilton, Waterloo et ainsi de suite. D'autres instances également recevront des fonds. Nous voulons, la plus grande préoccupation, en fait, du gouvernement doit être la sécurité des jeunes. Et j'apprécie énormément les répercussions qu'une décision hybride pourrait avoir sur l'ensemble des parents et l'économie, mais la sécurité et le bien-être de nos enfants priment et les conseils du médecin hygiéniste en chef seront suivis. Prochaine question, député de Mississauga-Malton. Ma question, c'est pour le ministre du Tourisme et de l'Industrie culturelle. Au cours des quelques dernières semaines, nous avons appris des bonnes nouvelles quant au sport et aux athlètes de la province. Merci de nous avoir fait part de cela. Nous allons ouvrir davantage de centres de gym, de formation pour que nos athlètes puissent s'exercer ici et partout dans le monde pendant la phase 3. Donc, nos jeunes pourront se préparer pour les compétitions et les championnats qui vivifient le pays et qui nous inspirent à nous lancer des défis. Le ministre peut-il nous dire qu'est-ce que ça veut dire le retour du sport professionnel pour la province et à quoi les Ontariens pourront s'attendre? Le ministre du Sport. Merci, Monsieur le Président. Le député a été un grand exemple en ce qui a trait au retour du sport et des Jeux en Ontario, des matchs. On travaille avec les organisations de sport professionnels. On travaille avec les CFL, avec d'autres organisations, notamment celle du baseball, l'équipe de Blue Jays, l'équipe de Maple Leaf. On va être dans la ville de Toronto. On va continuer de travailler avec la NBA pour assurer que tous nos athlètes sont formés. Question complémentaire. Merci à la ministre. J'apprécie ces mises à jour et je suis impatient de voir certaines de nos équipes favorites revenir au match en respectant les mesures de santé publique. Nous savons que hier, lorsque les annonces ont été faites relatifs à la phase 3 de notre plan de relance, nous savons qu'on va avoir des mesures excellentes en sport qui vont nous permettre d'affronter notre nouvelle normalité. Et les recherches ont montré que le sport et les matchs permettent de stimuler la confiance en soi, les aptitudes de leadership et de discipline et le retour dans les établissements de sport. Est-ce que la ministre peut partager avec nous les bonnes nouvelles qu'attendent les athlètes, les fanatiques de sport, les entraîneurs et les enfants et les familles? Réponse. Merci beaucoup. Cette question est vraiment excellente. Une fois que l'annonce sera faite sur ontario.ca, tous les Ontariens pourront vérifier les nouvelles et pourront revenir au match. Et je suis impatiente de voir le retour de chaque communauté sportive. Et je suis très impatiente de supporter les Blue Jays, les Raptors, Toronto Maple Leafs et bien sûr nos 3 équipes CFL à revenir à ce qu'ils font de mieux, ramener la fierté des gens de la province. Merci. Cela conclut notre période des questions.